Après chaque intervenant, s'il y a une question clé, vous pouvez quand même demander, mais après on va avoir un petit débat en groupe. I'm not financed by FSC, so that's where I'm an independent researcher, and my objective is to conserve wildlife. Tropical forests in Africa store 183 tons of carbon per hectare. Now, another study, not mine, has shown that without elephants, we store 7% less tons per hectare. So we still have 170 tons per hectare. In total, there are 220 million hectares of tropical forest in Africa. So if we don't have elephants in those forests, in those 220 million hectares, we lose almost 2 gigatons, 2.9 gigatons of carbon over the long term. That's about as much as the whole emissions of India. And why do I call it India? Because it's the most populous country in the world with the most people. So this is a lot of carbon. But we don't know, or we didn't know actually, whether this really worked. Because FSC claimed it, they say, yeah, we do all these things. So we have an effect. But nobody really showed that it was more ability in FSC. Comment on peut en fait reconnaître les valeurs des forêts dans le bassin du Congo? La présentation est en anglais, mais je vais parler en français, alors j'espère que vous pouvez comprendre. Alors, très vite, ce que la présentation fait, c'est l'état actuel, comment les gens peuvent être inclus dans le processus de gestion durable. Et c'est une présentation qui a été faite pour trouver des fonds. Non, il y a encore quelques questions maintenant aussi pour comment maintenant trouver des fonds et des supports pour la gestion durable et la production de la forêt. De pression sur la forêt en Afrique centrale, il y a 4 millions d'hectares de forestiers en Afrique. Il y a, selon les études de WWF, 66% de l'ordre de perte de biodiversité dans une grande étude qu'ils ont fait en 2022. Et il y a aussi des perte de biodiversité en général par ce secteur. Alors comment faire pour mieux protéger la faune et protéger la forêt? Le but, c'est de vraiment conserver la biodiversité, la forêt tropicale qui est la deuxième plus grande au monde après l'Amazonie. Et comment aider avec des experts internationaux, des ONG et la capacité sur le terrain aussi des populations locales, comment aider à préserver cette forêt. D'une telle conservation. Aussi donc en 2022, lors de l'Assemblée générale, il y a une motion qui a été votée qui demande tout simplement d'inscrire dans l'approche. Ce n'est plus une approche top-down, mais les membres du FSC ont dit pour avoir une conservation optimale des paysages forestiers intacts, il faut réfléchir au-delà de la concession forestière. Et donc la résolution demande de dire que pour développer des indicateurs,
il faut regarder au-delà de la construction forestière. Et dans la démarche FSC, il faut concrètement tester l'idée sur le terrain et voir sa faisabilité. Et dans le cadre du bassin du Congo, pour des raisons évidentes, le Congo a été choisi pour appliquer cette étude pilote qui va permettre d'arriver, je l'espère, à un consensus qui permet justement cet équilibre entre les bénéfices sociaux, environnementaux et économiques de la gestion forestière. En termes de superficie, le pays qui a la bassin du Congo. Et dans le monde, on avait des pays comme la Russie qui avaient beaucoup d'espaces certifiés, mais que comme actuellement il y a un peu de conflit, ces surfaces ne sont plus à gestion en fait. Donc, la première question par rapport aux superficies. La question, mais rapidement, 31% de la superficie terrestre est constituée de forêts. Plus de 90% des espèces terrestres de la planète vivent dans les forêts. Plus de 1,6 milliard de populations locales dépendent des forêts naturelles. Et aussi, on a parlé des services écosystémiques. La forêt joue un rôle fondamental dans la régulation des gaz à effet de serre et aussi le changement climatique. Sans ces forêts, ce qu'il faut regretter ici, c'est que sans ces forêts saines et résilientes, nous payerons la lutte contre la crise, la double crise. Premièrement, la crise du climat et deuxièmement, la crise de la biodiversité. Et nous sommes dans nos régions vraiment de savoir l'étude de Yuri qui démontre l'impact de notre système de certification sur la forêt. Ça démontre, nous le savions déjà, mais pour nous, c'est un élément de preuve additionnel de l'efficacité du système de certification FSC. Donc il faut que cette volonté vienne déjà des concessions forestières. Nous faisons beaucoup de sensibilisation sur notre système de certification. Nous espérons que, surtout avec groundbreaking research, la recherche de Yuri, ça va donner un peu plus de confiance à d'autres entreprises de vouloir se certifier FSC. Mais nous sommes disposés à accompagner tous ceux qui veulent se certifier FSC. La FSC avec la politique fiscale, donc ça pouvait se présenter comme la dérive pour le FSC. Et actuellement, on a un seul concessionnaire qui a regardé le secteur de l'électricité. Et pour l'ensemble du secteur privé, le concept de IFL constitue un grand monstre. Ça fait Des normes nationales de mettre en cloche 80% des IFL présents dans leur concession, et pour beaucoup, ça représentait sur le plan économique une perte énorme. Et j'ai expliqué tout à l'heure que les discussions évoluent. Également, pendant le sommet des 3 bassins qui s'est tenu ici à Kintelenen en octobre 2023. Et nous continuons à présenter cette initiative lors des événements comme celui qui nous rassemble en ce jour, c'est-à-dire la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Nous envisageons poursuivre la présentation de cette initiative, même au niveau national dans le pays, pour une meilleure appropriation. Et je pense qu'à la COP29, nous allons aussi présenter cette initiative. Alors pourquoi nous avons voulu lancer cette initiative? Déjà, ce qu'il faut noter, c'est au niveau de la finance climatique, nous constatons que notre sous-région, malgré le fait qu'elle abrite le second bloc de forêt tropicale au monde après l'Amazonie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver donc des voies et moyens pour mobiliser suffisamment de financement. En termes des efforts consentis, vous allez voir que nous avons aujourd'hui, dans notre sous-région,
262 aires protégées. Et nous avons également 200 millions d'hectares de forêts intactes, donc conservées, sans signe visible de perturbation, sur les 269,7 millions d'hectares que nous avons. Donc, vous voyez qu'il y a des efforts pour la conservation de ces forêts. Et aujourd'hui, nous avons un bilan carbone net de 610 millions de tonnes de CO2 séquestrées par an. Donc, nous émettons peu et nous séquestrons notre bilan net, constitué essentiellement des pays en développement. Il va falloir concilier la conservation et le développement socio-économique. Et pour y arriver, il faut mobiliser suffisamment de financement pour soutenir les efforts de développement de nos pays membres. Donc voilà, de façon, je dirais, résumée, le pourquoi nous voulons développer, trouver plus de voies et moyens pour mobiliser suffisamment de ressources pour la protection de ces forêts. Parce que ces forêts contribuent à la séquestration de carbone, parce que ces forêts contribuent également au développement, et nous devons trouver donc suffisamment de moyens pour que ces forêts continuent à servir notre sous-région. De manière très simple, voici la situation globale de l'utilisation des terres forestières dans le bassin du Congo aujourd'hui. Dans cette situation, vous voyez bien que dans le bassin du Congo, on a un très grand gain écologique, mais une grosse perte économique. C'est-à-dire, nous avons des forêts à haute intégrité sur le plan des services systémiques, sur le plan écologique, sur le plan de la biodiversité. Nous apportons un très grand gain à l'échelle mondiale. Mais sur le plan économique, nous avons de très grosses pertes dans notre écologie. Et comme vous voyez, on observe que l'agriculture de subsistance, lorsqu'on met cette activité sur le terrain, ça génère quelques pertes économiques, mais ça donne une profitabilité économique aux communautés locales et même au gouvernement, parce que les gens se nourrissent, les gens vendent leurs productions. On note également que l'agro-industrie également génère des bénéfices, mais également des pertes économiques, entre autres les mines et beaucoup d'autres aspects. Mais également, observez bien cette ligne. Pour que nous développons un projet carbone, parce qu'aujourd'hui, on parle de marché carbone à tout va, dans tous les disciplines, politiques, techniques, économiques, on nous parle de marché à haute intégrité du bassin du Congo. Le taux de déforestation varie de 0,01 à 0,33. Très loin. Ça veut dire en fait que si nous nous engageons à développer un projet carbone dans les zones de forêt à haute intégrité, nous n'allons pas pouvoir récupérer seulement notre mise. Nous n'allons pas pouvoir entrer dans nos coûts d'opportunité. Nous n'aurons aucun bénéfice. Nous sera la perte. On va générer plutôt des pertes. Alors, on se pose donc la question. Dans un tel contexte, comment renverser la tendance? Cette question nous préoccupe tous. Comment renverser la tendance? J'ai quand même l'impression qu'on ouvrait, on va se dire actualisé, comme je disais. On va y aller. Regardez bien. C'est pas
sorte que nous ayons tout à la fois des gains écologiques, climatiques et de biodiversité, et en même temps que nous puissions gagner de l'argent. Ça veut dire un changement de paradigme dans les négociations et dans la perception de l'environnement. C'est ça qui nous intéresse. Donc, l'objectif de l'initiative, c'est rendre les forêts à haute intégrité du bassin du Congo économiquement plus rentables que les usages non durables des terres forestières. Comme vous le savez bien, dans la situation actuelle, nos pays font face à un dilemme. Celui de répondre aux besoins socio-économiques des pays, des populations, mais en même temps, celui de respecter un certain nombre d'engagements internationaux. Que les pays du bassin du Congo engagent de vastes conversions de terres forestières pour pouvoir soutenir leur économie. Et engager de vastes conversions de terres forestières pour pouvoir soutenir cet objectif. Faire en sorte que les forêts haute intégrité soient économiquement plus rentables que l'usage non durable des terres forestières. Alors, nous avons, dès l'entente de cette initiative, engagé un cabinet pour les lieux, pour faire un état des lieux de la finance climatique dans le monde. Et principalement, faire une analyse comparée entre les trois principaux bassins de forêt tropicale. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? De dollars, pardon, pour cette forêt. L'Asie du Sud-Est en a collecté plus d'1 milliard de dollars pour cette forêt. Et le bassin du Congo a collecté moins de 4% de l'air et de l'autre bassin. Moins de 4%. Et ça ne suffit pas. Dans ces 4%, 87% sont des aides publiques au développement, des engagements antérieurs qui sont aujourd'hui pris pour être présentés comme le financement des forêts de bassin du Congo. Et toujours dans les 4%, 24% sont des prêts, c'est-à-dire nos pays pauvres, le bassin du Congo, empruntent de l'argent. Disons que le Sahel Event que nous organisons en ce moment est centré sur l'initiative pour l'augmentation des flux internationaux de financement des forêts du bassin du Congo, qui est développé par la Comifac et le WWF et qui vise à permettre aux pays du bassin du Congo de pouvoir faire des forêts à haute intégrité un pôle de revenus, puisque jusqu'à ce jour, les forêts à haute intégrité constituent un pôle de dépenses pour les États, pour les pays du bassin du Congo. Et notre option, c'est de rendre ces forêts à haute intégrité économiquement plus rentables que les usages des terres, que les usages non durables des terres forestières. Voilà en fait ce sur quoi nous allons échanger tout à l'heure, en donnant des facteurs économiques sur lesquels nous travaillons de manière à ce que les pays puissent mettre sur la table de négociation et améliorer le flux de financement des forêts, et surtout que ce flux de financement soit adapté au contexte du bassin du Congo. Il s'agit d'une initiative que je qualifierais ancrée au niveau des États. C'est les pays du bassin du Congo qui portent l'initiative, coordonnée par la Comifac et la CEAC. Et nous, notre rôle en tant que Fonds mondial pour la nature WWF est d'accompagner les États pour
que ces États puissent avoir une très bonne connaissance des facteurs économiques qui peuvent être récompensés dans le cadre des négociations internationales à venir. C'est de dire que les pays du bassin du Congo devraient se mettre ensemble, porter cette initiative, être des acteurs des négociations, provoquer des négociations internationales afin de pouvoir amener les autres parties, c'est-à-dire les pays développés, les mécanismes de financement, entre autres, à rémunérer les efforts de préservation et de gestion durable des forêts. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez, comme vous venez de le dire si bien, il devient de plus en plus difficile de mobiliser des fonds dans les mécanismes de financement existants. Et on peut bien se poser la question, est-ce que ces mécanismes ne sont pas trop lourds? Est-ce que véritablement les pays peuvent accéder facilement ou d'une manière ou d'une autre à des financements pertinents pour leur développement? C'est difficile de répondre à cette question. Je dirais même que, de toute vraisemblance, c'est comme si ces mécanismes devenaient comme une ligne de l'horizon où chaque fois que vous poursuivez la ligne de l'horizon, l'horizon ne fait que reculer devant vous. Voyez-vous un peu, ça devient un peu difficile. Bon, nous souhaitons que les pays travaillent sur le concret, sur ce qu'ils ont. Ce sont les pays du bassin du Congo qui disposent des forêts. Il faut que les pays disent quelle est la valeur de leurs forêts en procédant à travers des facteurs évidents pour tout le monde. Je peux prendre un cas banal. Si nous considérons que c'est depuis la déclaration de Rio de 1992 que les pays du bassin du Congo ont impulsé le processus de gestion durable des forêts, on peut se demander de 1992 à ce jour, qu'est-ce que les pays du bassin du Congo ont dépensé en termes de politique, de batteries législatives et réglementaires, en termes de stratégie, de programmes, entre autres pour protéger et gérer durablement la forêt. Et on peut encore se poser la question, qu'est-ce que ces pays vont dépenser à court, à moyen et à long terme pour continuer à préserver ces forêts? Si vous répondez à ces questions, la deuxième, on peut revenir et dire, est-ce que ce sont ces mêmes pays qui doivent continuer à dépenser leur maigre budget pour continuer à préserver ces forêts qui constituent le poumon de la planète, ou bien toutes les parties prenantes devaient y mettre la main? Si on répond pas oui, on doit demander combien ça coûte et qui paye et comment ça doit être payé à ces pays. Et si, en répondant à la question comment ça doit être payé, on voit directement qu'il faudrait des mécanismes propres développés et négociés par les pays du bassin du Congo. Et il est question de dire qu'il faut un peu passer de spectateurs dans des négociations où on a des promesses non tenues, des promesses qui aujourd'hui découragent les acteurs étatiques, les gouvernements, plein de personnes engagées pour la gestion durable. On peut se poser résolument la question, est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose? Arrêter de rêver en matière de finances et se poser réellement la question centrée sur nos propres ressources, c'est-à-dire les ressources du bassin du Congo, en déterminant un certain nombre de valeurs évidentes pour tous les acteurs, en évaluant ces facteurs, en leur donnant ces valeurs, en déterminant qui devrait pouvoir payer et comment payer. Voilà un peu, ce n'est pas un mécanisme aérien comme les autres, où on vous dit qu'il y a une offre de ci et de ça, et vous attendez cette offre, ça ne vient jamais. C'est une approche qui vise à permettre aux États eux-mêmes de poser la balle au sol, comme on dit souvent, et de pouvoir être maîtres et participer à l'arbitrage du match. Je
amené à promouvoir la gestion durable des forêts congolaises pour tenir compte justement de ce qu'elles doivent servir, que leur exploitation doit servir au développement économique et social du pays, pour que cette exploitation soit durable, donc pérenne, et aussi pour que sur le plan écologique, nous puissions préserver la ressource forestière pour tout l'intérêt que vous imaginez pour le pays comme pour la planète. Et nous avons lancé ce programme déjà très tôt et à la mise en place de la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale en 1999 à Yaoundé, nous avons partagé avec les autres notre ambition de gérer durablement les forêts dans cet objectif. Et bien, cela a fait l'objet de la déclaration de Yaoundé. Donc, ce que nous croyons comme un processus local ou national est devenu sous-régional. Et là, nous sommes engagés également dans la certification FSC parce que le FSC a des contraintes qui s'imposent à l'entreprise, aux concessionnaires de la forêt, et ce qui contribue naturellement à une gestion durable de la ressource. Et puis, aujourd'hui, nous avons atteint des résultats satisfaisants, certes, mais il manque encore quelques entreprises, surtout celles qui sont au sud du Congo, mais qui sont en voie de certification, comme quelques-unes ou une au nord également. Donc, la superficie certifiée FSC va devenir plus importante dans les 2 années à venir. Je pense que dans les critères ou les paramètres de vérification, on pourrait regarder la volonté de transformation plus poussée du bois. Parce que une forêt qui ne valorise pas suffisamment sur le plan industriel la matière première ne peut pas assurer sa fonction de gestion durable de manière satisfaisante. Une scierie qui est installée dans une forêt certifiée a un rendement en matière de 33%. Donc, le reste, c'est des déchets qui sont abandonnés dans la nature. Une entreprise qui a vocation d'exporter les grumes va vous sortir de là près de 10% seulement, 10% de qualité export. 90% doivent rester sur le terrain. C'est des pertes énormes. On ne peut pas croire que dans ces conditions, on intègre la gestion durable de la forêt. On a proclamé depuis longtemps le principe de transformation plus poussée du bois dans le bassin du Congo, mais cela reste encore juste des échos, mais qui tardent à se concrétiser. J'ai vu en Asie le fonctionnement des usines qui reçoivent parfois des branches tordues qui entrent en transformation et avec le laser, le bois est dirigé, tranché
outiller pour récupérer le maximum de cette branche. Dans le bassin du Congo, ce n'est pas les branches que nous exportons. Nous exportons des bois de valeur avec des diamètres à la base qui sont appréciables. Alors, pourquoi donc abandonner une grande partie du produit sur chantier ou dans les parcs à bois alors qu'ils peuvent donner plus de valeur ajoutée si on allait plus loin dans la transformation? Donc ça peut être un critère important. Je vous laisse ce sujet à la réflexion. Peut-être que plus tard, nous pourrons en discuter amplement. Mais la certification FSC ou un autre système d'ailleurs doit faire l'objet d'une promotion. Il faut faire connaître, savoir à la société qui est appelée à adhérer au système les avantages qu'il tire de ce système. Donc il faut le convaincre, il faut aller vers lui. On ne peut pas dire non, c'est volontaire, on se met loin, mais si on ne sait pas de quoi il est question, personne ne viendra vers vous. Donc la promotion, pas commerciale, mais c'est comme si on faisait du commerce. Hein, faire connaître un produit, un système, relève de la même procédure. Alors, il faut aller vers ces sociétés. Il faut également collaborer avec les services techniques des forêts dans nos pays pour leur faire comprendre à eux aussi le bien fondé du système, les avantages que le pays entier en tire pour qu'ils voient dans le cadre de leur législation, de leur réglementation, comment on peut impliquer le forestier, parfois lui faire obligation d'adhérer au système. Parfois, on peut faire l'obligation. Je peux vous avouer que nous y sommes essayés pour amener les sociétés asiatiques à regarder du côté de la certification, FSC en particulier. Donc, je crois que pour le Congo, vous avez là ces possibilités. Regardez plus large, ne soyez pas très neutre. Dans la neutralité, on ne gagnera rien, on ne fera pas avancer grand-chose. Soyez heureux qu'ici, il y ait des acteurs qui ont compris le bien fondé de la certification forestière, le bien fondé de gérer durablement les ressources naturelles, et ils sont donc vos alliés, travaillez avec eux. Je vous remercie. C'est de ce projet qu'il s'agit. Donc il est question pour moi de vous parler de façon brève de la restauration pour un approvisionnement durable des villes en bois énergie. Donc voilà les grandes lignes de ma présentation. Je vais vous donner des informations d'ordre général et le contexte dans lequel le projet se déroule. Je parlerai ensuite de l'approche d'intervention du projet. Je donnerai quelques chiffres pour ce qui est donc du projet Ecomakala, et je parlerai de modalités de durabilité. Comment faire dans un contexte de raréfaction des ressources, de la diminution des ressources, comment est-ce qu'on peut perpétuer un tel projet au-delà, n'est-ce pas, de l'assistance du WWF et du gouvernement de la RDC. Je parlerai enfin des défis et des perspectives. Slide, please. Le projet Ecomakala a commencé depuis 2007 avec l'appui du WWF de Belgique, sous le financement de la coopération de Belgique également, avec l'appui institutionnel du gouvernement de la RDC, tant au niveau national qu'au niveau provincial. L'objectif de ce projet
est de répondre à la demande énergétique des populations et protéger les forêts naturelles du parc national de Virunga, dont le projet intervient tout autour du parc national pour éviter que les communautés locales ou d'autres acteurs à la recherche du bois pour le Makala. Makala veut dire, comme vous le savez bien, c'est du charbon du bois. Et Eco-Makala veut dire simplement du charbon de bois écologique, c'est-à-dire géré de façon durable. Nous faisons du reboisement avec des espèces à croissance rapide. Et le charbon du bois, tout comme d'autres productions du charbon vert et des charbons améliorés également, et voit aussi des foyers. Nous faisons plusieurs foyers améliorés et les foyers traditionnels améliorés. Il a été constaté que plus de 90% du charbon du bois utilisé dans la ville de Goma provient du parc national de Virunga. C'est un désastre. Plus de 70 000 tonnes de charbon du bois produit à partir du parc national de Virunga, soit une perte d'environ 15 000 hectares par année. 15 000 hectares de forêt. Et sur le marché de Goma, des enquêtes ont estimé à plus de 30 millions de dollars générés par an sur le trafic illégal du bois, notamment de la vente du charbon. 1,5 million représente donc les taxes formelles et informelles au service de l'État. Vous allez comprendre pourquoi nous insistons là-dessus. Et n'oublions pas que la province du Nord Kivu, c'est une zone à forte densité de la population. On a entre 300 et 400 habitants au kilomètre carré. Et le contexte dans lequel se déroule ce projet, c'est dans un contexte, n'est-ce pas, de conflit, tel qu'on le sait. Et ici, il faut quand même saluer la bravoure de tous les acteurs et tous les autres parties prenantes qui concourent à la mise en œuvre de ce projet. Next slide, please. Pour ce qui est donc de l'approche d'intervention, l'approche d'intervention se situe au niveau de 3 axes. Il y a l'axe de la gouvernance, où le projet essaye de structurer, n'est-ce pas, les communautés locales autour des pôles de planteurs de charbonniers, en faisant donc la sélection suivant une due diligence bien particulière pour travailler avec certains partenaires de la société civile. Et en plus, nous passons donc à la contractualisation et le renforcement des capacités des acteurs, tant au niveau de la société civile que des communautés locales bénéficiaires. Donc, sur le plan technique, il faut procéder à des inventaires. Des inventaires pour savoir un peu la disponibilité de la ressource afin de mieux faire les projections. Et là-dessus, il faut établir des plans de coupe liés bien sûr à un plan d'affaires, parce que là, c'est du business. C'est le business qui est mis en œuvre. Il faut également penser à la formation. Formation sur les techniques de coupe, formation sur la carbonisation améliorée. C'est très important pour éviter des pertes. C'est un investissement où il faut rentabiliser, maximiser la production tant bien que se peut. Il faut également passer à l'organisation. Donc ça prend un appui au réseautage. Ça prend également le développement des plans d'affaires, comme je l'ai dit tantôt. Et ça prend aussi un appui marketing. Next, please. Pour quelques chiffres, comme je le disais, depuis 2007, autant pour moi, le projet a fait plus de 14 000 hectares de plantation,
en pu, suivant les espèces. Le projet a également appuyé les communautés locales dans les aspects d'agroforesterie, dont il y a plus de 2000 hectares qui ont été réalisés. Vous voyez le géoréférencement de nos plantations, dont des outils de digitalisation sont mis en place pour faire un monitoring bien assuré et voir ce qui se passe là où nous travaillons. Next, please. Toujours en matière de chiffres, en ce qui concerne donc la production du charbon du bois, le projet travaille avec plus de 11 000 ménages qui sont impliqués et 84 organisations de la société civile qui appuient, qui sont les relais au niveau local, au niveau provincial. Le projet a produit jusqu'ici plus de 23 000 tonnes de charbon, avec plus de 145 charbonniers impliqués, formés aux techniques de production. Le projet également appuyer la fabrication des foyers améliorés. Donc jusqu'ici, il y a plus de 130 000 foyers améliorés et 410 techniciens ont été formés à pouvoir fabriquer des foyers améliorés. Les foyers qui ont été testés, dont l'efficacité a été démontrée à fort pouvoir calorifique, qui peut mieux conserver de l'énergie. Vous voyez un peu là, voilà notre modèle de foyer amélioré, dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Nous avons pu mettre en place 5 organisations productrices, 2 dans la ville de Goma, 2 dans la ville de Beni, et puis une organisation dans la ville de Butembo. On a pu mettre en place une entreprise gérée entièrement par les femmes, qu'on appelait Goma Stove, et mis en place également 5 réseaux de femmes. Next, please. Toujours en ce qui concerne la consommation globale en bois énergie de la ville de Goma, pour une population estimée à 1 million d'habitants, on pense que la consommation annuelle de la ville de Goma en bois énergie s'élève à plus de 1,26 million de tonnes équivalent bois pour une population, comme je le disais, d'1 million d'habitants, répartis entre 186 000 tonnes de charbon du bois et 32 000 tonnes de bois de feu. Actuellement, le projet ne se focalise pas simplement sur la production du charbon du bois. D'autres sources d'énergie alternatives sont en cours de prospection. Pour l'instant, donc, le projet est en train de vulgariser, distribuer environ 30 kits biodigesteurs. Biodigesteurs, les gaz à méthane, gaz méthane, pas butane. Donc ça, le principe de fonctionnement, c'est à base donc des déchets ménagers qui peuvent se putréfier et donner donc du gaz méthane qui peut servir à la cuisson domestique. Ça, c'est une innovation que nous avons entreprise dans la localité. Le projet également a pensé améliorer les foyers traditionnels. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Plus de 1500 foyers traditionnels sont en cours de construction pour ceux-là qui ne peuvent pas bénéficier des kits biogaz. Next. Comme je le disais, pour la durabilité du projet, il faut effectivement que le projet se penche et à penser qu'est-ce qu'on pourrait faire lorsqu'il n'y aurait plus de subsides. Comment est-ce que les communautés locales
peuvent continuer dans une telle perspective sans les appuis des bailleurs de fonds. Nous avons pensé, effectivement, qu'il faut un réseautage de planteurs en vue de bien commercialiser le charbon du bois. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous avons pensé à un système de rétrocession à travers les organisations de la société civile avec qui nous travaillons. Comment mieux les motiver? Parce que ce sont elles qui, chaque jour, qui travaillent avec les communautés. Il y a eu donc des accords comme un plan de partage des bénéfices où les communautés locales bénéficiaires des appuis du projet doivent rétrocéder 20% de leurs avoirs une fois que la plantation entre en exploitation. Le projet également a pensé à une démarche carbone. Donc, au niveau provincial, avec bien sûr la bénédiction du gouvernement central, nous avons conseillé le gouvernement provincial à mettre en place une unité de gestion du programme carbone parce que nous n'avons pas accepté gérer les financements, les transactions qui découleraient de la vente du carbone. Donc en 2019, 2020, les premières transactions ont été réalisées. Plus d'1,3 million de dollars ont été générés à partir de la vente de carbone. Et là, le gouvernement provincial a mis en place donc toute une équipe, un steering committee pour mieux gérer ensemble avec les communautés locales. Nous nous sommes petit à petit désolidarisés de ce groupe pour assurer l'encadrement technique, parce que c'est ça notre rôle, et mieux surveiller. Donc, dans la démarche carbone, donc, il y a 3 dossiers qui sont actuellement, comme je l'ai dit, en cours avec le standard, avec Gold Standard, et qui bénéficient donc des retombées carbone. Next, please. Comme défi, nous pensons que la production du projet Ecomakala est très insuffisante. Il faut se resserrer les coudes. Nous avons un système de traçabilité du charbon vert qu'il faut, n'est-ce pas, qui est perfectible pour nous assurer que le charbon issu des plantations bien gérées ne sont pas mélangés à d'autres sources. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et ne pouvant pas le faire seul, on a besoin des autres acteurs de la chaîne pour qu'on passe à un système beaucoup plus amélioré. Nous faisons également face à la concurrence déloyale, dont le charbon qui vient du parc national, qui est exploité de façon illégale du parc national de Virunga, et qui se mélange à du charbon géré durablement. Nous avons aussi la concurrence déloyale d'autres acteurs qui fabriquent les foyers non améliorés, entre guillemets. Nous avons aussi un épineux problème de taxation du charbon Ecomakala. Notre plaidoyer envers l'administration serait de détaxer ce charbon-là, parce qu'il y a bien d'efforts, n'est-ce pas, mis à contribution pour qu'on y arrive. Le besoin des ménages du Nord Kivu en matière de charbon est à plus de 8 millions de mètres cubes par an de bois. Et dans la ville de Goma, c'est estimé à plus d'1 million de mètres cubes de bois également. Comme je vous l'ai dit, jusqu'ici, entre 2008 et puis 2023, le projet a fait environ 16 000 hectares de plantations. Or, la ville de Goma à elle seule a besoin de 60 000 hectares. Vous voyez qu'il y a un grand gap qu'il faille combler. Next slide, please. Pour ce qui est donc des perspectives, je l'ai dit tantôt, nous allons plaider au niveau du gouvernement central et au niveau du gouvernement provincial pour une détaxation du charbon Ecomakala. Nous allons poursuivre les efforts de restauration forestière pour répondre de mieux en mieux à la demande du bois énergie.
Nous pensons également qu'il faille mettre en place un schéma directeur d'approvisionnement en bois énergie pour coordonner et suivre l'ensemble des initiatives au niveau national. Nous pensons également qu'il faille mieux nous engager avec les partenaires et de façon active dans un tel projet. Nous avons aussi la perspective de plus en plus de pouvoir mobiliser plus de fonds. Le projet, à l'étape initiale, faisait environ 1000 hectares par an de plantation. Actuellement, que les ressources deviennent rares et la disponibilité aussi en terre devient aussi difficile, le projet a baissé ses ambitions. Actuellement, nous faisons 200 hectares par an. Donc, pour ce qui est donc de la phase actuelle du projet, jusqu'en 2026, nous avions ambitionné 1000 hectares. Vous voyez, sur 5 ans, c'est plutôt l'estimation, le cycle qui était réalisé en début du projet pour 1000 hectares. Next slide, please. Je pense que c'est la fin. Et nous avions donc pensé que si 50% de la consommation du charbon peut être réduite avec les foyers améliorés et les biodigesteurs et d'autres sources d'énergie alternatives, ce serait par où il va falloir, n'est-ce pas, taper. Je peux dire d'emblée qu'au terme de cette première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, le pari a été gagné. Les organisateurs ont atteint leur objectif. Nous, en tant que WWF, partie prenante de façon active à cette conférence, nous avons particulièrement contribué à l'atteinte des objectifs de cet atelier. Nous avons pu présenter le cas du projet Ecomakala en termes d'approvisionnement des villes en charbon de bois. L'expérience a été partagée, a été très bien appréciée. Et après, dans cette présentation, on a été suivi par beaucoup de journalistes, par beaucoup de communicateurs qui ont cherché à comprendre de plus en plus. Parce que ici, en République du Congo, de telles initiatives sont plutôt naissantes, alors que le projet Ecomakala constitue certainement une expérience à répliquer où la République du Congo pourrait venir se ressourcer. Nous avons également participé et animé un side event sur la contribution des concessions forestières certifiées FSC, gérées de façon responsable, à contenir les grands mammifères emblématiques. Au contraire de ce qu'on a souvent pensé, que certaines concessions certifiées ne regorgeraient pas de la ressource faunique. Des données ont été partagées et ont été merveilleusement très bien appréciées. Nous avons également participé à la contribution de la finance climatique, la réflexion, comment parler d'une même voix pour les pays du bassin du Congo. Le bassin du Congo qui est le deuxième poumon du monde après l'Amazonie. Et ça participait à une contribution logique en matière de réflexion, comment parler d'une seule voix lors des négociations climatiques. Donc, en tant que participant, en tant qu'expert, je suis satisfait. Mon impression a été bonne, l'organisation a été merveilleuse et je pense que le Congo a réussi son pari. Mon impression par rapport à la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement est une impression que je qualifierais de bonne parce que nous avons eu la chance d'avoir un certain nombre d'expertises variées, diversifiées, qui ont contribué significativement au débat. Les débats étaient riches. Les débats étaient à la hauteur des attentes, sauf tout simplement que la transition de la conférence vers les réalités concrètes, vers l'opérationnalité,
est le point saillant dont il faudrait encore regarder, c'est-à-dire comment on met sur pied les programmes d'afforestation et de reboisement, comment on les finance, et quelle est la part des communautés locales et des peuples autochtones dans ce dispositif global, qui finance, comment on finance. Ce sont des questions clés pour sortir des engagements purs et simples vers des réalités concrètes. Disons, le VV va participer au processus d'élaboration de la stratégie de la mise en œuvre de l'afforestation et du reboisement, mais également dans ses composantes financement. Et le VVF a donné une idée principale centrée sur la nécessité de ne pas afforester en oubliant de préserver le potentiel forestier existant. Et s'agissant du potentiel forestier existant, comment faire de ce potentiel forestier une source de recettes pour les États, une source de revenus pour les communautés locales et une source d'action pour de financement des actions de conservation et de préservation des forêts. Il s'agit de mettre les forêts au cœur du développement socio-économique, au cœur de la transition pour une économie verte. Et pour cela, il faut sortir des données actuelles constituées uniquement des engagements presque jamais tenus pour concrètement voir comment on procède, comment on finance et qu'est-ce qu'on finance et qui finance et comment ça doit être financé. Voilà. Il y a eu des attentes qui ont été exprimées au début en ce qui concerne l'opérationnalisation des résultats de cette première conférence. Et nous sommes heureux de voir qu'effectivement les jalons majeurs ont été posés afin de pouvoir opérationnaliser cette stratégie. Il s'agit de quoi? Qu'au-delà de la déclaration de la stratégie, nous aurons compris qu'il y a encore un travail de plaidoyer additionnel qu'il faut faire pour transformer cette initiative, ce processus en une résolution des Nations Unies. Il y a une feuille de route qui a été proposée à cet égard. Il y a aussi justement une recommandation forte qui a été faite pour mettre en place une cellule, une unité de suivi de la mise en œuvre des résultats de la conférence. Il y a aussi des fiches de projets concrets qui ont été élaborés ou qui seront finalisés, qui permettront en fait de traduire les axes stratégiques qui ont été adoptés en des activités concrètes. Et enfin, pour donner en fait tout l'impetus et les moyens, les ressources nécessaires, il y a un projet de mise en œuvre, de soutien du moins à l'opérationnalisation de la stratégie et de la déclaration qui sera en fait élaborée et mise et des ressources financières relatives seront recherchées. Donc voilà en fait les attentes qu'on avait au début de cette conférence et je crois que nous avons certainement vu l'aboutissement de ces objectifs qu'on s'était assignés. Yes, there was some expectation set as a way to operationalize the outcome of this first conference. And we are very glad and happy to see that motion has set also to get the steps towards the operationalization. That's include first to finalize the advocacy related to the process, being what? Getting a UN resolution that will support and bring and mobilize the international community around what is now being seen as an African Union initiative. Other processes and steps and measures include, for instance,
the development of a project that will be actually submitted as a way to operationalize the strategic pillars that was adopted. We could also see that was a very strong will and interest in putting in place a unit that will allow the monitoring of the implementation on the outcome. And finally, yes, it was very important to, as part of the governance, to have a unit that will be in charge of the operationalization of the outcome. So for us, it's not just having a strategy and having a political declaration, but it's come together with other package, the way of making sure that those outcomes are put in motion and implemented.